Mon nouveau-né est mort de ce que les médecins ont appelé une « maladie génétique rare » à l'hôpital. Mon mari m'a blâmé en hurlant « Tes gènes défectueux ont tué notre bébé ». Il a divorcé, à tout prix, et sa famille a célébré. Ma belle-mère a dit « Bon débarras des femmes cassées ». Mon beau-père a ajouté « Elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant ». Ma belle-sœur m'a craché dessus à l'enterrement. Tueuse de bébés. Ils m'ont laissé sans rien, alors que je pleurais seule pendant des années. Puis l'hôpital a appelé. Nous avons mélangé des dossiers lors d'une enquête. Votre bébé n'est pas mort de cause génétique. Quelqu'un a injecté du poison dans sa perfusion pendant que vous dormiez. Nous avons les images de la caméra de sécurité de cette nuit-là. Mes mains tremblaient tandis que je me précipitais à l'hôpital. Le détective m'attendait dans le bureau de la sécurité. Il a dit « Êtes-vous prête à voir ça ?» J'ai hoché la tête. Quand ils m'ont montré le visage du tueur, le monde s'est effondré. Les couloirs de l'hôpital sentaient l'antiseptique et le chagrin. J'ai traversé ces mêmes couloirs stériles il y a 5 ans, portant mon fils nouveau-né, croyant que je le ramenais à la maison pour commencer notre vie de famille. Au lieu de cela, je l'ai porté vers sa mort. Il s'appelait Oliver, il avait 23 heures quand il est mort dans mes bras, tandis que les machines autour de nous émettaient leurs derniers avertissements. Les médecins se sont précipités avec leurs chariots d'urgence et leurs procédures désespérées, mais mon petit garçon était déjà parti. Ses doigts minuscules s'étaient enroulés une dernière fois autour des miens avant de devenir immobiles. Je me souviens avoir pensé que le monde aurait dû s'arrêter de tourner à cet instant précis. Il ne l'a pas fait. L'équipe médicale s'est réunie à l'extérieur de sa chambre après coup, chuchotant entre eux avant que le docteur Ashford ne s'approche de moi avec cette expression que les médecins arborent lorsqu'ils annoncent des nouvelles insupportables. Nous sommes sincèrement désolés pour votre perte. Les premières constatations suggèrent un trouble métabolique génétique rare. Ces affections sont tragiquement imprévisibles. Personne n'aurait pu rien faire. Ces mots sont devenus des armes entre les mains de la famille de mon mari. La mère de Trevor, Patricia, est arrivée à l'hôpital moins d'1 heure plus tard. Elle m'a jeté un regard en me voyant tenir la couverture d'Oliver et a dit « J'avais dit à Trevor que ta famille avait du mauvais sang. Je savais que quelque chose comme ça arriverait. » Sa voix a résonné dans la salle d'attente où d'autres familles vivaient leur propre tragédie. Elle voulait que tout le monde entende sa condamnation. Mon mari se tenait à ses côtés, son visage tordu par le chagrin et quelque chose de plus laid. La rage. L'homme qui m'avait tenu la main pendant l'accouchement et qui avait pleuré à la naissance d'Oliver me regardait maintenant comme si j'avais personnellement détruit ses rêves. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Sa voix s'est brisée, mais il y avait du venin sous les larmes. « Tes gènes défectueux ont tué notre fils. » J'ai essayé de tendre la main vers lui, cherchant désespérément le réconfort que nous aurions dû partager dans notre moment le plus sombre. Trevor s'est dérobé à mon contact comme si j'étais porteuse d'une maladie. Ne fais pas ça. Surtout pas, l'enterrement a eu lieu 4 jours plus tard. J'avais à peine dormi, à peine mangé, à peine existé pendant ces 96 heures. Mes seins produisaient encore du lait pour un bébé qui ne téterait jamais. Mon corps n'avait pas compris que la maternité était terminée avant même d'avoir vraiment commencé. Je tirais mon lait dans les cabines des toilettes et pleurais dans des serviettes, vivant un deuil dont personne ne parle. La sœur de Trevor, Bethany, m'a trouvé dans les toilettes de l'église 1 heure avant la cérémonie. Je fixais mon reflet, me demandant comment j'étais censée sortir de là et dire adieu à mon enfant. Elle est apparue derrière moi dans le miroir, son visage déformé par le dégoût. Avant que je puisse parler, elle m'a craché directement au visage. La salive a touché ma joue et a coulé vers mon col. « Tueuse de bébé » a-t-elle sifflé. « Tu as assassiné mon neveu avec ton ADN empoisonné. » Je suis restée là, figée, pendant qu'elle sortait, ses talons claquant sur le carrelage. J'ai nettoyé mon visage avec des mains tremblantes et je suis retournée à la cérémonie où tout le monde me regardait avec pitié ou avec blâme. Il n'y avait pas de juste milieu. Le père de Trevor, Donald, a fait un discours lors de la réception qui a suivi. Il a parlé de l'héritage familial, de l'importance des lignées sanguines fortes, et du fait que certaines personnes ne devraient tout simplement pas se reproduire. Il n'a jamais prononcé mon nom, mais tous les yeux dans la pièce se sont tournés vers moi à chaque déclaration cinglante.
Cette tragédie aurait pu être évitée avec un dépistage approprié. Certaines lignées génétiques doivent s'éteindre pour le bien des générations futures. Mes propres parents étaient assis au dernier rang, mal à l'aise et silencieux. Ils n'avaient jamais été des gens démonstratifs, et cette situation dépassait de loin leur capacité émotionnelle. Ma mère a tendu la main vers la mienne une fois pendant la réception, mais l'a retirée quand Patricia lui a lancé un regard assassin. Ils sont partis tôt, marmonnant des excuses à propos de la longue route et des obligations professionnelles. Je les ai regardés partir et j'ai senti les derniers fils de soutien se rompre. Trevor a demandé le divorce 17 jours après que nous ayons enterré Oliver. Son avocat, un requin nommé Gordon Prescott, s'est assis en face de mon avocate commise d'office et a exposé leurs exigences. Mon client demande la dissolution complète du mariage, la requérante étant responsable de toutes les dettes impayées. Compte tenu des circonstances du décès de l'enfant et de la culpabilité génétique de Madame Hartley, nous pensons qu'elle devrait supporter le fardeau financier des frais médicaux. J'avais contracté des prêts pour des traitements de fertilité lorsque nous avions du mal à concevoir. Ces factures étaient toujours impayées. Trevor m'avait convaincu de tout mettre à mon nom parce que son crédit était meilleur pour l'hypothèque de la maison de nos rêves. Cette maison est devenue sa seule propriété dans l'accord de divorce. Mon avocate, une défenseure publique fatiguée nommée Ruth Clemens, pouvait à peine suivre les tactiques agressives de Prescott. C'est très inhabituel, protestait-elle chaque semaine. La maladie génétique n'a pas été diagnostiquée. Il n'y a pas de culpabilité ici. Dites ça aux nourrissons morts, répondit froidement Prescott. Mon client a subi un préjudice émotionnel incommensurable à cause de la génétique défaillante de sa femme. Il a le droit de poursuivre sa vie sans être encombré par ses dettes et ses échecs. Le juge, un homme plus âgé nommé Richardson, qui semblait pressé de terminer sa journée, a largement statué en faveur de Trevor. Je suis sorti de ce tribunal avec une dette médicale de 35 000 €, sans maison, sans économie et sans famille. Trevor a eu tout le reste, y compris la sympathie de tous ceux qui nous connaissaient. Nos anciens amis ont immédiatement pris son parti. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de mine de publications de soutien sur la perte inimaginable de Trevor et son courage pour aller de l'avant. Personne ne m'a mentionné, sauf dans des commentaires suggérant que j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas avoir d'enfant. Une connaissance, une femme nommée Melissa que je considérais comme une amie proche, a publié « Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour être mères ». La nature a des façons de nous dire ces choses. J'ai emménagé dans un studio dans un immeuble qui sentait le moisi et la fumée de cigarettes. Les murs étaient assez fins pour entendre les disputes de mes voisins et leur routine du soir. J'ai cumulé 3 emplois pour rester à flot sous le poids écrasant de la dette. Le matin dans un café, l'après-midi à faire de la saisie de données à distance, le soir à nettoyer des immeubles de bureaux. Je rentrais à minuit pour m'effondrer sur un matelas posé par terre et me réveiller à 5 heures pour recommencer. La conseillère en deuil que j'ai vue pendant 3 séances avant de ne plus pouvoir me le permettre m'a dit que je devais me pardonner. Vous n'avez pas causé la mort de votre fils. Les maladies génétiques sont des tragédies aléatoires. Mais elle ne comprenait pas que la culpabilité n'avait rien à voir avec la logique. J'ai porté Oliver pendant 9 mois. Je l'ai mis au monde. Il est mort pendant que je dormais à côté de son berceau d'hôpital, épuisé par l'accouchement. Quelle mère dort pendant que son bébé meurt? Les années ont passé dans un flou de mode survie. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux après avoir vu l'annonce des fiançailles de Trevor 18 mois après le divorce. Sa nouvelle fiancée, une femme nommée Amber avec un sourire éclatant et aucun bagage génétique, était radieuse sur leurs photos. Ils se sont mariés dans la même église où nous avions tenu les funérailles d'Oliver. J'ai appris cela d'une ancienne collègue qui pensait que je voudrais savoir. Ce n'était pas le cas. La dette médicale me suivait comme une ombre. Les agences de recouvrement appelaient constamment. Mon score de crédit était devenu une blague cruelle. Je postulais pour de meilleurs emplois et étais rejeté lorsque les vérifications d'antécédents révélaient ma situation financière. Le studio avec ses murs fins et son moisi persistant est devenu permanent. J'ai arrêté de parler d'Oliver. Les gens devenaient mal à l'aise lorsque les bébés morts entraient dans la conversation. J'ai rangé sa couverture, ses vêtements inutilisés, le bracelet d'hôpital que j'avais gardé.
Ils sont allés dans une boîte dans mon placard où ils ne pouvaient pas me faire de mal tous les jours. Le deuil est devenu quelque chose que je portais en silence, un poids qui ne s'est jamais allégé mais qui est devenu plus familier. Puis, un mardi matin de mars, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Les agences de recouvrement utilisaient divers numéros pour contourner mes blocages, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce Madame Hartley ou... Je m'excuse, j'ai votre nom de jeune fille ici, Mademoiselle Reeves. C'est elle. Je me suis préparée à la dette du jour. Ici Linda Gonzalez, administratrice de l'hôpital Merci Général. Je vous appelle au sujet de votre fils, Oliver Hartley. Êtes-vous en mesure de parler en privé en ce moment? Mon cœur s'est arrêté. Que pouvait-il bien vouloir après 5 ans? De quoi s'agit-il? Sa voix portait un poids qui a glacé mes mains. Nous avons besoin que vous veniez à l'hôpital dès que possible. Il y a eu un développement concernant le cas d'Oliver. Nous avons mené une enquête suite à des irrégularités découvertes dans notre unité de néonatologie et le dossier de votre fils a été signalé. Mademoiselle Reeves, je dois vous dire quelque chose qui va être très difficile à entendre. Le bruit du café s'est estompé autour de moi. Quel genre de développement? Pas par téléphone. S'il vous plaît, venez à l'hôpital. J'ai des gens ici qui doivent vous parler. Il y a eu une erreur significative dans le rapport initial concernant la cause du décès. Que voulez-vous dire par erreur? Ma voix est sortie plus sèche que prévu. Les clients près de moi ont jeté un coup d'œil. Il y a eu une confusion dans les dossiers pendant l'enquête. Votre bébé n'est pas mort de cause génétique. Elle a fait une pause, et je pouvais l'entendre mesurer soigneusement ses prochains mots. Mademoiselle Reeves. Quelqu'un a injecté du poison dans sa perfusion pendant que vous dormiez. Nous avons les images de la caméra de sécurité de cette nuit-là. Le téléphone a glissé de ma main. Quelqu'un à proximité a demandé si j'allais bien. J'ai récupéré le téléphone avec des doigts tremblants, à peine capable de formuler des mots. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je sais que c'est un choc. S'il vous plaît, venez à l'hôpital. Nous avons des détectives ici qui doivent vous parler. Ils ont examiné les images. Mademoiselle Reeves, nous savons qui a tué votre fils. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à Merci Général. J'ai dû dire quelque chose à mon manager. J'ai dû monter dans ma voiture. J'ai dû naviguer dans la circulation. Le souvenir clair suivant est celui où je me tiens dans le hall de l'hôpital où j'avais tenu Oliver en vie pour la dernière fois, mes jambes menaçant de lâcher sous moi. L'administratrice Gonzalez m'a rencontré au bureau d'information. Elle était plus jeune qu'elle n'en avait l'air au téléphone, avec des yeux bienveillants qui contenaient de profondes excuses. Mademoiselle Reeves, merci d'être venue si vite. Je suis Linda. Nous avons une pièce préparée pour vous. Le détective Morrison vous attend. Quelqu'un a tué mon bébé. Les mots semblaient étrangers dans ma bouche. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un a assassiné Oliver? Allons quelque part de privé. Elle m'a guidée vers un ascenseur, sa main douce sur mon bras quand j'ai trébuché. Je ne peux pas exprimer à quel point nous sommes désolés pour ce que vous avez enduré. L'enquête initiale a été compromise par des erreurs administratives. Des dossiers ont été mal classés. Les images de sécurité ont été mal examinées. Nous n'avons découvert la vérité que lorsqu'une enquête distincte sur des écarts de médication nous a ramenés au dossier de l'unité de néonatologie de cette période. Nous sommes entrés dans une petite salle de conférence où un détective était assis, examinant un ordinateur portable ouvert. Il s'est levé à notre entrée, son expression sombre. Mademoiselle Reeves, je suis le détective Kevin Morrison. Veuillez vous asseoir. Je ne pouvais pas m'asseoir. Montrez-moi. Vous avez dit que vous aviez des images. Montrez-moi qui a tué mon fils. Le détective Morrison a échangé un regard avec l'administratrice Gonzalez. Je dois vous préparer à ce que vous allez voir. Les images sont claires, mais l'identité de l'auteur va être extrêmement pénible. J'ai enterré mon enfant il y a 5 ans pendant que tout le monde me disait que c'était de ma faute. Mon mari a divorcé et a tout pris parce qu'il croyait que j'avais tué notre fils avec ma génétique.
Quoi que vous vous apprêtiez à me montrer, ça ne peut pas être plus pénible que ce que j'ai déjà survécu. Il a hoché lentement la tête et a tourné l'ordinateur portable vers moi. Ceci provient de la caméra de sécurité de l'unité de néonatologie. 8 mars, 2h47 du matin. Vous pouvez voir votre chambre ici. Il a montré une image granuleuse mais claire du couloir extérieur où se trouvait Oliver. Cette personne entre à 7 heures. Regardez ce qui se passe. La silhouette à l'écran portait une blouse et un masque chirurgical, mais son langage corporel était féminin. Elle a regardé directement une caméra comme pour vérifier quelque chose, puis est entrée dans la chambre d'Oliver. L'horodatage montrait qu'elle était restée à l'intérieur pendant 4 minutes. En sortant, elle a brièvement baissé son masque pour s'essuyer le visage. L'image s'est figée sur ses traits. J'ai d'abord fixé l'écran sans comprendre. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient clairement. Bethany, la sœur de Trevor. La femme qui m'avait craché au visage à l'enterrement. Celle qui m'avait appelée tueuse de bébés. Non. Le mot est sorti étranglé. C'est impossible. Elle n'était pas là cette nuit-là. Elle n'est arrivée que le lendemain matin. La voix du détective Morrison était douce mais ferme. Le registre montre qu'elle s'est enregistrée en tant qu'infirmière en utilisant un badge d'identification volé. Elle avait accès au distributeur de médicaments grâce à un code de dérogation administrative qui a été retracé plus tard jusqu'à un membre du personnel avec qui elle sortait à l'époque. Ce membre du personnel coopère à notre enquête. C'est elle qui a tué Oliver. La pièce a tourné autour de moi. La sœur de Trevor a assassiné notre bébé, puis m'a blâmé pour ça. Nous avons des preuves supplémentaires au-delà des images. Le rapport toxicologique initialement déposé mentionnait des marqueurs métaboliques compatibles avec des troubles génétiques, mais ces résultats ont été falsifiés. Quelqu'un avec un accès au système a modifié les dossiers numériques. Nous avons trouvé le rapport original sur un serveur de sauvegarde. Il montrait des niveaux mortels de chlorure de potassium dans le système de votre fils, administré directement dans sa perfusion. Je me suis agrippée au bord de la table pour rester debout. Pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? L'administratrice Gonzalez a parlé doucement. Nous avons découvert des communications suggérant qu'elle avait des inquiétudes concernant des problèmes d'héritage. Trevor devait hériter d'une fiducie substantielle de sa grand-mère paternelle en devenant père. Si Oliver avait vécu, Trevor aurait pris le contrôle d'actifs que ses frères et sœurs estimaient leur revenir de droit. Bethany risquait de perdre des avantages financiers importants. Elle a tué un bébé pour de l'argent. Ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Elle a assassiné son propre neveu pour de l'argent d'héritage. La fiducie était évaluée à environ 3,7 millions d'euros, avec des actifs immobiliers supplémentaires. La grand-mère de Trevor avait stipulé que l'argent irait au père de son premier petit enfant. Avec la mort d'Oliver et la dissolution de votre mariage, les termes de la fiducie sont revenus à une distribution entre les 3 frères et sœurs. Bethany a reçu 1,2 million d'euros 18 mois après la mort d'Oliver. Les chiffres semblaient obscènes. Est-ce que Trevor est au courant? Sait-il ce que sa sœur a fait? Le détective Morrison a fermé l'ordinateur portable. Nous préparons les mandats d'arrêt maintenant. La procureure veut vous parler de votre témoignage, mais je dois vous demander si vous avez un endroit sur où rester. Lorsque la nouvelle de cette arrestation éclatera, il pourrait y avoir une attention médiatique considérable. La famille pourrait également réagir de manière imprévisible. Je veux qu'il soit détruit. Les mots venaient d'un endroit profond et froid en moi. Je veux que chaque personne qui m'a blâmé, qui m'a tout pris, qui m'a appelée tueuse de bébé alors que la vraie meurtrière se tenait parmi eux, je veux qu'ils fassent tous face à ce qu'ils ont fait. Nous aurons besoin de votre entière coopération pour l'enquête. Il pourrait y avoir des charges supplémentaires que nous pourrions poursuivre, notamment concernant les dossiers médicaux falsifiés et le complot pour dissimuler le crime. Êtes-vous prête à témoigner? Je ferai tout ce qu'il faudra. L'arrestation a eu lieu 3 jours plus tard. Le détective Morrison a appelé pour me dire qu'ils avaient placé Bethany en garde à vue chez elle, devant son mari et ses 2 enfants. Les charges comprenaient meurtre au premier degré, complot, falsification de dossiers médicaux et fraude à l'assurance. La caution a été fixée à 4,7 millions d'euros.
La nouvelle a éclaté en quelques heures. Mon téléphone a explosé de messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Des journalistes ont trouvé mon adresse et ont campé devant mon immeuble. J'ai dû me porter malade au travail pour éviter les caméras. Trevor a appelé le deuxième jour. J'ai fixé son nom sur mon écran un long moment avant de répondre. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était brisée. « Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ma sœur a vraiment tué Oliver ? As-tu écouté les messages qu'il laisse ? As-tu regardé les infos ? Oui, Trevor. Ta sœur a assassiné notre fils pendant que je dormais à 1 mètre de lui. Puis elle m'a craché au visage à son enterrement et m'a traité de tueuse de bébé pendant que tu restais là à la laisser faire. Je ne savais pas. Oh mon Dieu, je ne savais pas, il pleurait. Je suis tellement désolée. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te protéger. J'ai tout détruit parce que j'ai cru à ces mensonges. Tu as tout détruit parce qu'il était plus facile de me blâmer que d'affronter la vérité. Toute ta famille a fait de moi son bouc émissaire pendant que la meurtrière s'asseyait à votre table pour compter son argent du sang. L'héritage. Sa voix est devenue creuse. Elle a touché 1,2 million quand la fiducie a été redistribuée. Elle a acheté une maison à Arbor Hills. Elle a envoyé ses enfants dans une école privée. Tout ça en tuant Oliver. T'es-tu jamais demandé pourquoi elle était si prompte à me blâmer ? Est-ce que quelqu'un dans ta famille s'est demandé pourquoi elle était arrivée à l'hôpital si commodément tôt ce matin-là, déjà prête avec ses accusations ? Un silence s'est étiré entre nous. Que puis-je faire ? Comment puis-je réparer ça ? Tu ne peux pas. Il n'y a pas moyen de réparer ça. Mais tu peux commencer par dire la vérité sur ce que ta famille m'a fait. Les choses qu'ils ont dites, la façon dont ils m'ont traité, comment ils ont célébré ma destruction pendant que je faisais mon deuil seul. Tout doit sortir. Je témoignerai. Tout ce dont tu as besoin. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse en dire plus. Sa culpabilité ne signifiait plus rien. Les dégâts étaient permanents. La procureure, une femme brillante nommée Victoria Shaw, m'a rencontré dans son bureau en ville. Je vais être honnête avec vous, Mademoiselle Reeves. Cette affaire va être un cirque. Nous avons les preuves pour la condamner, mais la défense essaiera de dépeindre Bethany comme une tante en deuil qui a fait une terrible erreur. Ils minimiseront le mobile financier et joueront sur la tragédie familiale. De quoi avez-vous besoin de ma part ? De tout. J'ai besoin que vous racontiez au jury ce qu'a été votre vie ces 5 dernières années. J'ai besoin qu'ils comprennent que vous avez été victimisé 2 fois. Une fois par Bethany quand elle a assassiné votre fils, et une autre fois par toute la famille quand ils vous ont blâmé pour ce qu'elle a fait. J'ai besoin qu'ils voient la destruction complète de votre vie pendant que la vraie tueuse en profitait. Je peux le faire. Elle m'a étudié attentivement. C'est aussi votre opportunité pour une autre forme de justice. Vous avez des motifs pour une importante poursuite civile contre Bethany, contre l'hôpital pour la négligence qui a permis la dissimulation, et peut-être contre d'autres membres de la famille de Trevor, selon ce qu'ils savaient ou auraient dû savoir. Y avez-vous pensé ? Je n'ai pensé à rien d'autre pendant 3 jours. Je peux vous recommander des avocats spécialisés dans les affaires d'homicide involontaire. Avec une condamnation pénale, que je suis convaincu d'obtenir, l'affaire civile devient beaucoup plus solide. Vous pourriez obtenir des dommages et intérêts importants. J'ai engagé l'avocat qu'elle m'a recommandé, un homme nommé Thomas Brennan, qui avait la réputation d'être un plaideur agressif. Il a examiné mon cas avec une précision calculatrice. L'hôpital passera un accord. Ils savent que leur négligence a permis à une meurtrière d'accéder à votre fils. Les dossiers falsifiés, les défaillances administratives, les oublis de sécurité, tout cela crée une responsabilité massive. J'estime que nous visons entre 8 et 12 millions de dollars de leur part seule. Il a fait une pause. Soit entre 7,4 et 11 millions d'euros. Et Bethany, tout ce qu'elle possède, l'argent de l'héritage, la maison, tous ses biens, plus des dommages-intérêts punitifs pour la détresse émotionnelle et la diffamation. Vous avez été publiquement blâmé pour la mort de votre fils par sa véritable meurtrière. C'est un cas d'école de diffamation malveillante. Nous poursuivrons également Trevor et ses parents pour leur rôle dans la destruction de votre réputation et de votre crédit.
Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Je veux qu'il perde tout comme moi. Son sourire était prédateur. Alors, mettons-nous au travail. Le procès pénal a commencé 6 mois plus tard. Je me suis assise dans la salle d'audience chaque jour, vêtue des simples vêtements noirs qui étaient devenus mon uniforme. Bethany évitait de me regarder, mais je la fixais constamment. Je voulais qu'elle sente ma présence comme un poids. Le dossier de l'accusation était méthodique et dévastateur. Ils ont montré les images de sécurité au jury. Le détective Morrison a témoigné sur l'enquête. Les médecins légistes ont expliqué comment l'empoisonnement au chlorure de potassium imite certaines conditions génétiques. Le membre du personnel qui avait donné les codes d'accès à Bethany s'est effondré à la barre, admettant qu'il avait été manipulé par quelqu'un qu'il pensait aimer. Puis sont venues les preuves financières. Le procureur a détaillé pour le jury la richesse soudaine de Bethany après la mort d'Oliver. Relevés bancaires, titres de propriété, paiement de frais de scolarité, tous financés par l'héritage qu'elle avait obtenu par le meurtre. Trevor a témoigné pour l'accusation. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. J'ai cru ma sœur quand elle a dit que la génétique de ma femme avait tué notre fils. Je l'ai laissé empoisonner mon esprit contre la femme que j'avais promis d'aimer et de protéger. J'ai divorcé, j'ai tout pris dans l'accord, et j'ai laissé ma famille la traiter comme une criminelle. Pendant tout ce temps, ma sœur s'asseyait à nos dîners de famille, dépensant l'argent du sang. La défense a tenté de suggérer que le chlorure de potassium était une erreur médicale, que Bethany avait essayé d'aider et avait commis une erreur tragique. Mais l'accusation a diffusé des messages vocaux que Bethany avait laissés à son frère au sujet de la fiducie, des messages envoyés avant la naissance d'Oliver, où elle se plaignait de perdre ce qui devrait être à nous. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai dit la vérité. Toute la vérité. Le crachat au visage à l'enterrement, la condamnation publique, la ruine financière, les années de pauvreté et de honte, les appels de recouvrement et la dette, et le petit appartement aux murs fins. Je leur ai parlé du lait maternel que je tirais pour un bébé mort pendant que la famille de mon mari célébrait ma destruction. Le jury a délibéré moins de 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes. Bethany s'est effondrée à la lecture du verdict. Son mari a quitté la salle d'audience sans un regard en arrière. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Le juge lui a donné la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Vous avez assassiné un enfant innocent pour un gain financier, puis orchestré une campagne pour détruire sa mère pendant son deuil. Vos actions représentent un niveau de cruauté calculé qui exige la peine maximale. Bethany m'a crié dessus alors qu'on l'emmenait. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as tout pris. Je me suis levée et l'ai regardé droit dans les yeux. Bien. Les poursuites civiles ont avancé plus rapidement avec une condamnation pénale assurée. L'hôpital a accepté un règlement de 8,5 millions d'euros en 3 mois. Leur compagnie d'assurance voulait éviter un procès et le cauchemar publicitaire qui s'ensuivrait. Thomas Brennan a négocié agressivement, utilisant la menace de l'exposition publique pour obtenir un maximum de dommages et intérêts. Les biens de Bethany ont été saisis et liquidés. La maison de Arbor Hills s'est vendue pour 1,7 million d'euros. Ses comptes bancaires, ses portefeuilles d'investissement et même sa collection de bijoux ont été mis aux enchères. Chaque centime de l'argent de l'héritage a été récupéré, ainsi que des dommages-intérêts punitifs qui ont porté sa responsabilité totale à 3,2 millions d'euros. Les parents de Trevor ont réglé pour 700 000 euros afin d'éviter un procès. Les preuves de leur rôle dans la destruction de ma réputation et de mon crédit, combinées à leur célébration de l'accord de divorce, les rendaient vulnérables. Le discours de Donald à l'enterrement a été diffusé lors des dépositions. Ses paroles sur les lignées génétiques et le dépistage approprié se sont révélées être un soutien par inadvertance au mobile du meurtre de sa fille. Trevor a cédé la maison que nous avions partagée, celle que j'avais payée avec des prêts à mon nom. Il a également accepté d'assumer toute la dette médicale de la naissance et de la mort d'Oliver. Ce n'est pas assez, m'a-t-il dit lors de la dernière réunion de règlement. Rien de ce que je ferai ne sera jamais assez, mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'expier. Tu peux commencer par vivre avec ce que tu as fait. Pas de pardon, pas d'absolution.
Vis simplement avec. La récupération financière totale a dépassé les 13 millions d'euros. Thomas Brennan a pris son pourcentage. Les impôts ont réclamé leur part, mais il me restait assez d'argent pour ne plus jamais m'inquiéter de ma survie. J'ai acheté une maison dans un quartier calme, loin de là où vivait la famille de Trevor. Elle avait un jardin et une pièce qui recevait la lumière du matin, parfaite pour l'atelier d'art dont j'avais toujours rêvé. J'ai quitté mes 3 emplois. Pour la première fois en 5 ans, j'ai dormi toute la nuit sans réveil pour me sortir du lit. J'ai acheté de nouveaux vêtements qui m'allaient bien. J'ai suivi une thérapie 3 fois par semaine avec quelqu'un spécialisé dans les traumatismes et le deuil. J'ai recommencé à peindre, une chose que j'avais abandonnée pendant les années de survie. La couverture médiatique a été étendue et brutale pour la famille de Trevor. Chaque détail de la façon dont ils m'ont traité est devenu public. Patricia a perdu son poste dans 3 conseils d'administration caritatifs lorsque son comportement a été révélé. Les partenaires commerciaux de Donald se sont discrètement éloignés de lui. Le mari de Bethany a divorcé et a obtenu la garde exclusive de leurs enfants. Leurs noms sont devenus synonymes de cruauté et d'injustice. J'ai reçu des lettres d'autres femmes qui avaient été blâmées pour des tragédies qu'elles n'avaient pas causées. Certaines avaient perdu des enfants dans des accidents ou des maladies et avaient fait face à des accusations similaires de la part de leur belle famille ou de leurs ex-partenaires. Elles me remerciaient de m'être battue, d'avoir riposté, d'avoir prouvé que les victimes pouvaient exiger justice même des années plus tard. Une lettre est venue d'Amber, la 2e femme de Trevor. Il m'a tout raconté. Je l'ai quitté il y a 3 mois. Je ne pouvais pas être avec quelqu'un capable de détruire un autre être humain comme il vous a détruite. Je suis tellement désolée pour les photos que j'ai postées, pour avoir fait partie de sa reconstruction pendant que vous souffriez. Vous méritiez tellement mieux. Je n'ai pas répondu à sa lettre, mais je l'ai gardée. Non pas comme un pardon, mais comme la preuve que la vérité avait atteint tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. Le 5e anniversaire de la mort d'Oliver est arrivé. Je suis allée seule sur sa tombe, portant des fleurs et une lettre que je lui avais écrite. Ta tante t'a assassiné pour de l'argent et ton père les a tous laissés me blâmer. Mais je me suis battue, mon petit garçon. J'ai fait en sorte que tout le monde sache ce qui s'est vraiment passé. J'ai fait en sorte qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te protéger cette nuit-là. Je suis tellement désolée que tu n'aies eu que 23 heures dans ce monde. Mais je te promets que tous ceux qui ont célébré ta mort et ma destruction ont payé pour ce qu'ils ont fait. Je me suis assise près de sa pierre tombale jusqu'au coucher du soleil, lui parlant de la maison avec le jardin, de l'atelier d'art, de la vie que je reconstruisais lentement. Je ne serai plus jamais celle que j'étais avant de te perdre. Cette femme est morte dans cette chambre d'hôpital à tes côtés. Mais je deviens quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui n'accepte pas l'injustice. Quelqu'un qui se bat. Trevor a essayé de me rendre visite une fois, environ 1 an après les règlements. Je l'ai vu par la fenêtre, debout sur mon porche avec des fleurs. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a laissé les fleurs et un mot qui disait « Je ne cesserai jamais d'être désolé ». J'ai jeté les 2 à la poubelle sans lire la suite. Patricia a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, demandant à me rencontrer pour « trouver une forme de clôture ensemble ». Ma réponse fut brève. Vous m'avez craché dessus pendant que je pleurais et m'avez traité de nulle. Vous pouvez trouver votre clôture seule. Certains ont dit que je devrais leur pardonner. Que garder cette colère m'empoisonnerait. Ces gens n'ont pas perdu un enfant, n'ont pas été accusés de meurtre, n'ont pas passé des années dans la pauvreté pendant que le vrai tueur vivait dans le luxe. Ils n'avaient pas gagné le droit de me dire comment gérer ça. J'ai créé une fondation avec une partie de l'argent du règlement. La fondation Oliver Hartley fournit une assistance juridique aux femmes qui ont été injustement blâmées pour la mort ou les conditions médicales de leurs enfants. Nous les aidons à se défendre contre de fausses accusations, à poursuivre les vrais coupables en justice et à reconstruire leur vie. En 2 ans, nous avons aidé 37 femmes à prouver leur innocence et à obtenir des dommages et intérêts contre ceux qui les avaient détruites. Chaque cas me rappelle pourquoi je me suis battue si durement. Pourquoi j'ai refusé d'accepter que la mort d'Oliver était de ma faute. Pourquoi j'ai exigé des réponses même quand tout le monde me disait de tourner la page.
Si j'avais abandonné, si j'avais accepté leur version des faits, Bethany serait toujours libre. Elle dépenserait toujours l'argent du sang pendant que je me noierais dans les dettes et la honte. L'atelier d'art est devenu mon sanctuaire. J'ai peint le visage d'Oliver de mémoire, capturant ce que je me souvenais de ses traits pendant ces 23 heures. Le tableau est accroché au-dessus de mon bureau, où je peux le voir tous les jours. Parfois, les gens me demandent si c'est difficile de regarder constamment des rappels de ce que j'ai perdu. Je leur dis qu'il est plus difficile d'oublier. Je fréquente quelqu'un maintenant, un homme nommé Philippe, qui a connu toute mon histoire avant notre premier dîner. J'ai besoin que tu comprennes dans quoi tu t'embarques, lui ai-je dit. Je ne serai jamais quelqu'un qui tourne la page simplement. Je ne serai jamais simple ou facile. Ce deuil et ce combat font partie de qui je suis maintenant. Il a tout écouté et a dit, tu as survécu à quelque chose qui détruirait la plupart des gens. Tu t'es battu et tu as gagné. Pourquoi voudrais-je que tu sois différente de ce que tu es? Nous prenons les choses lentement. Il comprend quand j'ai des mauvais jours où l'absence d'Oliver semble fraîche et écrasante. Il n'essaie pas de réparer ça ou de le minimiser. Il s'assoit juste avec moi dans le deuil quand il vient. La vie n'est pas parfaite maintenant. Je fais encore des cauchemars de cette chambre d'hôpital. Je porte encore la culpabilité de m'être endormie cette nuit-là, même si je sais rationnellement que ce n'était pas de ma faute. Je ressens toujours l'absence d'Oliver à chaque instant, à chaque étape qu'il n'a jamais franchie. Mais j'ai aussi la justice. J'ai la justification. J'ai la satisfaction de savoir que tous ceux qui m'ont fait du mal ont fait face aux conséquences de leurs actes. La femme qui a assassiné mon fils mourra en prison. L'homme qui a divorcé de moi, qui a tout pris, vit avec la honte et le regret. La réputation de sa famille est en ruine, détruite par la mise en lumière de leur propre cruauté. Parfois, je pense à la version alternative de ma vie, celle où l'hôpital n'aurait jamais appelé, où le crime de Bethany serait resté caché pour toujours. Je serais morte sans jamais connaître la vérité, portant le poids d'une fausse culpabilité jusqu'à ma tombe. Trevor aurait vécu sa vie heureuse avec Amber ou quelqu'un d'autre. Sa famille aurait continué son existence confortable et Bethany aurait élevé ses enfants avec l'argent du sang. C'est presque ce qui s'est passé. Sans une enquête sans rapport sur des écarts de médication. Sans une administratrice méticuleuse qui a vérifié les serveurs de sauvegarde. Sans des images de sécurité qui n'ont pas été automatiquement effacées. Le meurtre d'Oliver aurait été parfait. Mais il ne l'était pas. La vérité est sortie et je me suis assuré que toutes les personnes impliquées paient le prix de ce qu'elles nous ont fait, à moi et à mon petit garçon. Ce n'est pas la même chose que la guérison. Ce n'est pas la même chose que de tourner la page ou de trouver la paix. Mais c'est la justice. Et parfois, la justice suffit pour rester debout quand le deuil essaie de vous tirer vers le bas. Je visite la tombe d'Oliver tous les dimanches. Maintenant, je lui parle de la fondation, des femmes que nous avons aidées, du jardin où les roses commencent enfin à fleurir. Je lui dis que sa courte vie a signifié quelque chose. Que sa mort a révélé un meurtre et a fait tomber les gens qui pensaient pouvoir s'en tirer en nous détruisant tous les deux. Tu me manques chaque jour, dis-je à sa pierre tombale. Mais je les ai fait payer, bébé. Je les ai tous fait payer pour ce qu'ils nous ont fait. L'inscription sur sa pierre tombale dit, Oliver James Hartley, 23 heures de perfection. Aimé pour toujours, jamais oublié, justice a été rendue. J'ai fait ajouter cette dernière ligne après le procès. Je voulais que tous ceux qui la visitent sachent que sa mort a été élucidée, sa meurtrière condamnée, et sa mère justifiée. C'est ma revanche, ma rétribution, ma justice. Pas seulement Bethany en prison, bien que cela compte. Pas seulement l'argent, bien qu'il ait reconstruit ma vie détruite. La vraie victoire est que tous ceux qui m'ont blâmé, tous ceux qui ont célébré ma destruction, tous ceux qui m'ont appelée tueuse de bébés en se tenant à côté de la véritable meurtrière, ils doivent tous vivre maintenant en connaissant la vérité. Ils doivent tous faire face à ce qu'ils ont fait à une femme innocente alors qu'elle pleurait la pire perte imaginable. Trevor portera cette culpabilité jusqu'à sa mort. On se souviendra de ses parents pour leur cruauté envers une mère en deuil. Tous ceux qui ont partagé ces publications sur les réseaux sociaux à propos de mes gènes défectueux ou qui ont suggéré que je n'aurais pas dû avoir d'enfants se souviendront qu'ils ont participé à la destruction de quelqu'un qui avait déjà tout perdu. Et moi,
Je me réveille chaque matin dans ma maison avec le jardin et l'atelier d'art, sachant que je me suis battue et que j'ai gagné. Sachant que je ne les ai pas laissés enterrer la vérité avec mon fils. Sachant que parfois, même lorsque le monde semble déterminé à vous écraser, vous pouvez refuser de rester à terre. C'est ce que je veux que les autres femmes dans ma situation sachent grâce à la Fondation. Battez-vous. Exigez des réponses. N'acceptez pas le blâme pour des tragédies que vous n'avez pas causées. Ne laissez personne vous dire de simplement tourner la page quand votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas. J'ai failli abandonner une centaine de fois pendant ces 5 années. J'ai failli accepter que c'était peut-être vraiment de ma faute, d'une manière ou d'une autre. J'ai failli décider que le combat n'en valait pas la peine. Mais j'ai continué. Et cette persistance, ce refus d'accepter l'injustice, a finalement révélé un meurtre et fait tomber tous ceux qui l'avaient permis et en avaient profité. Alors, quand les gens me demandent si j'ai trouvé la paix après tout ce qui s'est passé, je leur dis la vérité. Je n'ai pas trouvé la paix. Et peut-être que je ne la trouverai jamais. Mais j'ai trouvé la justice. J'ai trouvé la justification. J'ai trouvé la preuve que je n'étais pas folle, ni défectueuse, ni responsable de la mort de mon bébé. Et j'ai trouvé la force de m'assurer que tous ceux qui m'ont fait du mal l'ont payé avec tout ce qu'ils avaient. C'est assez. Ça doit être assez. Parce qu'Oliver ne reviendra pas, peu importe la justice que j'obtiens. Mais au moins maintenant, il a un héritage au-delà d'être le bébé dont la génétique de sa mère l'aurait tué. Il a une fondation à son nom qui aide d'autres mères à se battre. Il a une pierre tombale qui dit la vérité sur ce qui s'est passé. Il a une mère qui a refusé de laisser sa meurtrière en liberté. Parfois, j'ai l'impression que la seule chose que j'ai bien faite en tant que mère, c'est de m'assurer que la personne qui l'a tué a fait face à la justice. Je n'ai pas pu le protéger cette nuit-là à l'hôpital. Je n'ai pas pu le sauver de l'avidité et de la cruauté de sa tante. Mais j'ai pu me battre après. J'ai pu exiger la vérité et la justice même quand tout le monde disait de laisser tomber. Alors c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je continuerai à faire à travers la Fondation et le travail que nous accomplissons. Parce que quelque part, une autre femme est blâmée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Une autre mère porte la culpabilité d'une tragédie causée par quelqu'un d'autre. Une autre famille célèbre la destruction d'une personne innocente pendant que le vrai coupable est en liberté. Et maintenant, elles ont un endroit où se tourner. Quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui s'est battu et a gagné. Quelqu'un qui peut les aider à exiger la justice qu'elles méritent. C'est le véritable héritage d'Oliver. Pas les 23 heures qu'il a vécues, mais les milliers d'heures que son histoire a redonnées à des femmes qui avaient besoin que quelqu'un les croie et les aide à se battre. Je pense à ça quand le deuil devient écrasant. Quand je regarde sa peinture et que je me demande ce qu'il serait devenu. Quand je vois des enfants qui ont maintenant 5 ans, l'âge qu'il aurait, et que je ressens l'absence comme une blessure physique. Il a changé le monde en 23 heures en naissant et en mourant d'une manière qui a finalement révélé un meurtre. C'est plus d'impact que la plupart des gens n'en ont dans toute une vie. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que les gens se souviennent de son histoire et de la justice qui en a découlé, peu importe le temps que cela a pris ou la dureté du combat que j'ai dû mener. C'est ma promesse envers lui. C'est ma vengeance contre tous ceux qui ont essayé d'enterrer la vérité. C'est ma rétribution envers un monde qui a essayé de me détruire pour le crime de quelqu'un d'autre. J'ai survécu. Je me suis battue. J'ai gagné. Et la meurtrière d'Oliver mourra en prison en sachant que la femme qu'elle a tenté de détruire est la raison pour laquelle elle ne reverra jamais la liberté.